qu'on a un modèle de société qui est totalement toxico-dépendant à la croissance et on ne sait plus comment s'arrêter. Une croissance infinie dans un monde fini elle n'est pas possible, n'est pas souhaitable, c'est une absurdité. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. La croissance économique est un concept avec lequel nous sommes à peu près tous familiers, tant il est depuis des années au cœur de nos projets de société et des discours politiques et médiatiques. On nous dit qu'il faut croître pour progresser, pour rester dans la course, pour payer les retraites à venir, pour préserver nos modes de vie, etc., etc. Certains, comme Vincent Liéger, pensent qu'il y a un problème fondamental avec cette idée et qu'au contraire, accepter de ne plus croître est devenu une nécessité absolue. Je parle donc avec Vincent de décroissance pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit vraiment. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Pourquoi il fait peur ? Pourquoi y aurait-il d'ailleurs un problème avec la croissance ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour construire un avenir soutenable ? Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je t'avoue que j'ai pris un petit peu moins de temps que d'habitude pour préparer notre interview, mais j'ai quand même pris le temps de consulter ta fiche Wikipédia. Ah, qui me dit que Wikipédia ne dit pas trop de bêtises. Ah bah justement, c'est ça que je veux commencer par vérifier. En tout cas, elle est forcément incomplète. Mais enfin, en tout cas, ce qu'elle dit, c'est que tu es né en 1979 à Besançon. Mm-hmm. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Tu es ingénieur de formation, chercheur interdisciplinaire, essayiste et conférencier. Ça va. Tu es objecteur de croissance. Tout à fait. Et prône une transition démocratique et sereine vers de nouveaux modèles de société basés sur la décroissance, la convivialité et l'autonomie. Mm-hmm. Et tu t'es notamment fait connaître en coécrivant le livre Un projet de décroissance en 2013. Et en organisant des événements, en réalisant un documentaire, enfin bref, tu fais plein de choses. Donc Wikipédia ne disant évidemment pas tout, qu'est-ce qu'il faut savoir de ton parcours pour comprendre un peu plus d'où on va parler aujourd'hui ? Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des belles rencontres dans ma vie et puis d'avoir l'opportunité d'arrêter de travailler pour me réapproprier mes activités. Et je vis aujourd'hui plutôt sur Budapest, même si je suis un peu à cheval entre Budapest et Paris, ça fait partie de mes contradictions. Et à Budapest, en plus de tout ce que tu viens de citer comme activité, je co-anime aussi une coopérative qui s'appelle Cargonomia, où on met en lien une ferme bio, un petit atelier de fabrication low-tech pour des systèmes de transport, des vélos cargo, des remorques, etc. Un centre logistique, une boulangerie bio, de l'économie de réciprocité, des projets de recherche, projets éducationnels et plein de choses comme ça. D'accord, du concret. Tu t'es expatrié là-bas pour une raison personnelle ou c'était un projet de vie? J'ai voyagé à Budapest il y a 16 ans et je suis tombé amoureux de cette ville, donc j'ai du mal à quitter. Okay, ouais. T'es jamais revenu. On va attaquer sur ton sujet, donc, qui est la croissance et la décroissance, plutôt. Mm-hmm. Donc, la croissance économique mondiale et, de ce que j'en comprends, ce qui a permis quand même le développement humain, assez incroyable des 150 dernières années, avec notamment une augmentation de la population, une chute de la mortalité et de la pauvreté, une hausse du niveau de confort, des développements technologiques qu'on connaît. Donc, il y a encore, bien sûr, plein de problèmes à régler, puisque ça s'arrête jamais, mais quand même, globalement, on peut dire que le bilan est assez positif, humainement. On souffre moins, on meurt moins qu'il y a 100 ans, en gros. Donc, la croissance, c'est pas plutôt une bonne idée? Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je dirais que, pour commencer, je vais peut-être citer les réflexions de Ivan Illich par rapport au seuil de contre-productivité. Ce qui est une mauvaise idée, c'est la religion de la croissance. C'est la croissance pour la croissance, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un modèle de société qui est totalement toxico-dépendant à la croissance et on ne sait plus comment s'arrêter. Faire de la croissance à un certain moment donné, c'est-à-dire répondre aux besoins fondamentaux de toutes et tous de manière soutenable, est quelque chose d'extrêmement intéressant et qu'il faut faire. Mais il faut savoir s'arrêter ou savoir sortir de logique linéaire, productiviste, consumériste, vers le toujours plus, etc., pour aller vers plus de qualitatif. Et je dirais qu'aujourd'hui, tu parles par exemple de la question de l'espérance de vie, tu parles de la question du bien-être, etc. Aujourd'hui, on a dépassé pas mal de seuils de contre-productivité parce que, par exemple, l'espérance de vie commence à baisser pour des parts non négligeables de nos populations dans le monde occidental, les populations les plus pauvres. Ça a commencé avec les Afro-États-Uniens aux États-Unis. Maintenant, c'est l'ensemble de la population les plus pauvres aux États-Unis qui voit son espérance de vie baisser. Et vraisemblablement, on risque de voir ce type de phénomène aussi arriver de manière beaucoup plus large avec l'effondrement dans lequel on est engagé, puisque on a dépassé des seuils de contre-productivité d'un point de vue environnemental, mais aussi avec un certain nombre de pollutions, avec un certain nombre de mises en place de modes de vie ou de consommation qui sont toxiques. Je pense par exemple à l'agro-business, ou
Je pense par exemple au stress dans nos sociétés, ou par exemple l'impact d'une société qui est dépendante des écrans et des ondes sur les interactions humaines, et puis même sur nos organismes. Donc on est engagé dans une toxicodépendance à la croissance qui aujourd'hui devient plus toxique que bénéfique pour les sociétés. Seuil de contre-productivité, tu peux peut-être un peu expliciter ce que ça veut dire? Alors Ivan Illich avait développé cette idée que lorsqu'on met en place un nouvel outil ou une technologie ou une institution ou une organisation, etc., à un moment donné, elle se met à se développer ou à croître, et on arrive à un niveau de croissance ou de développement où les choses deviennent contre-productives. Et il avait, pour un peu de manière simple, expliqué cette théorie. C'est si on prend l'automobile, qui est un outil qui peut rendre des services tout à fait intéressants, et qui s'avère aujourd'hui être totalement contre-productif parce que on a créé un modèle de société avec un urbanisme et des modes de vie où on est totalement dépendant de sa voiture. Et il avait fait un calcul assez provocateur, mais que je trouve intéressant, dans les années 70 aux États-Unis. Il avait calculé la vitesse moyenne d'une voiture si on prend aussi en compte le temps que l'on doit passer à travailler pour financer sa voiture, l'infrastructure qui va avec, les méfaits de la voiture, les accidents, etc., etc. Et il trouvait une vitesse moyenne autour de 5 km/h, ce qui est grosso modo la vitesse de la marche à pied. Donc on met en place toute une infrastructure, on travaille énormément pour mettre en place des technologies extrêmement puissantes pour, au bout du compte, ne pas être plus rapide que si on n'utilisait pas cet outil. C'est un peu cette logique, plus je vais vite, mais plus j'habite loin. Donc finalement, donc il y a toujours des seuils, en fait, etc. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, on croit jusqu'à ce que ça devienne plus pertinent de croître davantage, en gros. Mais c'est vraiment la logique de se réapproprier le sens, se réapproprier de manière démocratique l'usage des technologies, des outils, de ce que l'on produit, quoi. Et je pourrais prendre cet exemple avec à peu près tous les outils qu'on a autour de nous, l'ensemble des choses qu'on a, c'est-à-dire que on s'enferme dans une logique qu'il faut les développer toujours plus, les utiliser toujours plus, sans vraiment se réapproprier la question de pourquoi on a besoin de ces outils et qu'est-ce que ces outils nous apportent par rapport à nos besoins élémentaires. Est-ce qu'on vit une époque particulière par rapport à ces seuils et par rapport à ça, justement? Est-ce que l'enjeu de la réflexion sur la croissance doit être différente de ce qu'elle a pu être, par exemple, il y a 20 ans? Alors, les débats autour des limites de la croissance sont très anciens. Je veux dire, ils sont pas nés aujourd'hui, puisqu'on les retrouve dès les années 60, les années 70, voire même dès les années avant la Seconde Guerre mondiale, avec les écrits de Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, et puis on peut même encore aller plus loin. Donc là, je renvoie aussi à la superbe collection aux passagers clandestins qui s'appelle Les Précurseurs de la décroissance, qui sont des petits livres et qui s'intéressent à des penseurs de par le passé qui posaient déjà les questions que l'on retrouve dans la décroissance. Par contre, oui, je pense qu'on arrive à un carrefour, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une convergence de crises, une convergence de catastrophes, une convergence de seuils de contre-productivité ou d'irréversibilité qu'on est en train de dépasser et qu'on a bien dépassé. Que ce soit autour de questions environnementales, le changement climatique, la chute de la biodiversité, l'acidification des océans, la pollution chimique, la pollution des ondes. Enfin, on pourrait rajouter énormément de choses tellement il y a de défis autour de ces questions environnementales. Mais aussi, je dirais, d'un point de vue économique, politique, sociétal, on le voit donc d'un point de vue économique, vraisemblablement on est à l'aube d'un nouveau krach économique extrêmement violent. On a une financiarisation de l'économie ou un système bancaire qui est totalement hors de contrôle, même des meilleurs experts. Si on discute avec des banquiers, ils ne savent plus aujourd'hui quels sont les niveaux de risque réels des investissements. C'est des algorithmes mathématiques qui spéculent ici ou là sur la vie des gens, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va décider si on ferme une entreprise à tel ou tel endroit. Donc on a perdu le contrôle un peu de tout ça. Et puis je dirais aussi dans le monde du travail, avec une perte de sens, il y a aujourd'hui, je crois, un malaise extrêmement fort par rapport au travail. Je pourrais continuer aussi sur les questions intergénérationnelles, sur l'individualisme, donc sur un peu partout en fait. Sur les questions politiques. On a cru tellement sur tous ces domaines-là que on arrive à un moment donné où tous les seuils se rejoignent et ça fait une espèce de système finalement qui arrive en bout de course, un peu ce que tu dis. Ouais, on est face à l'effondrement d'une civilisation, d'un modèle civilisationnel qui est moi ce que j'appelle la société thermo-industrielle. Donc c'est à la fois écologique, social, économique.
C'est pas un sujet plus que l'autre qui... Je crois que c'est ce qui est extrêmement intéressant et important à comprendre quand on parle de décroissance, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement écologiste, c'est un mouvement écologiste aussi. Et c'est vraiment l'idée, la décroissance, d'avoir une pensée parapluie qui fait le lien entre différents problèmes, différentes disciplines, différentes approches, je dirais même différentes stratégies politiques, différentes pratiques, différents questionnements. C'est pour ça qu'on parle pas vraiment de concept ou de théorie de la décroissance, mais on parle plutôt d'une matrice de réflexion, d'une matrice qui permet d'avoir une boîte à outils avec différents types d'outils et qui font le lien avec différents problèmes qu'il faut régler. Et pour régler ces problèmes qui sont fondamentalement complexes, il faut différents outils qui sont eux aussi peut-être complexes. Les modèles de croissance alternatifs, en fait, je pense par exemple à la croissance, à l'économie circulaire, à la croissance verte ou la croissance bleue, dont on entend parler, il y a plein de couleurs finalement, qui proposent en fait une croissance plus vertueuse. T'en dis quoi en fait? Que c'est une imposture intellectuelle alors c'est intéressant, on a vu émerger un nombre de qualificatifs assez incroyables ces dernières années autour de la croissance. Donc on a vu qu'elle posait problème, donc au départ on l'a rendue soutenable, durable, verte. Maintenant on voit qu'elle pose aussi problème d'un point de vue humain, donc on parle de croissance inclusive, on parle de croissance conviviale, donc on rajoute toujours plus d'adjectifs sans vraiment oser poser la question de la croissance et je crois que le terme décroissance est arrivé dans les débats intellectuels, politiques, médiatiques en France en 2002 avec la volonté d'avoir un mot obus, un slogan provocateur, un outil sémantique qui avait pour objectif un peu de questionner un totem, une religion, une croyance extrêmement forte que l'on ne pouvait pas questionner. Et ça a commencé en 2002, on est 16 ans après, et 16 ans après, quand on écoute les médias dominants, on était il y a 2 semaines au Parlement européen dans le cadre d'une grande conférence de la décroissance, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure parce que c'était extrêmement intéressant, on voyait un peu tous ces technocrates bruxellois dans l'antre de la croissance, interpellés par les questions de la décroissance, interpellés par le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible, n'est pas souhaitable, c'est une absurdité. Mais en même temps, revenait tout le temps cette religion de la croissance où il disait quand même il faut de l'innovation, donc il faut de la croissance, quand même contre les inégalités il faut de la croissance, etc. Et on s'est totalement enfermé dans la religion de la croissance ou dans la religion du développement, ce qu'on retrouve aussi avec le développement durable qui est un peu moins à la mode qu'il l'était il y a quelques années. Maintenant c'est la croissance durable ou inclusive ou intelligence, la smart aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans un adjectif qui revient souvent? Dans cette croyance, croissance égale progrès ou même progrès égale croissance. Alors il y a un problème aussi avec le progrès, il faudrait redéfinir ce qu'est le progrès, mais on est, je crois, engagé dans une vision linéaire de la société, un espèce d'imaginaire qui croit que demain sera nécessairement meilleur et qui dit meilleur dit toujours plus, qui est engagé un peu dans cette dynamique de l'après-Seconde Guerre mondiale, des 30 glorieuses, qui a permis en particulier d'éluder ou de repousser à plus tard la question des redistributions, la question des inégalités. Quand on parle aussi de seuil de contre-productivité, là on atteint des niveaux d'inégalité qui sont totalement insoutenables, qui, quand on reprend un peu l'histoire de l'humanité, n'ont jamais atteint de tels niveaux extravagants. Et la croissance, en fait, a été un outil qui a permis de mettre de côté énormément de problèmes dans notre société, qui a permis de s'engager dans une voie linéaire, toujours plus loin, toujours plus fort, etc. Et qui est devenue une véritable religion pour une grande partie de nos élites technocratiques, de nos élites économiques. Et un des enjeux de la décroissance, c'est un peu de se libérer de cet imaginaire toxique pour la pensée, pour commencer à sortir de visions purement quantitatives de la société pour aller vers des visions plus qualitatives et ouvrir des débats sur le sens que l'on souhaite donner à nos vies. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? Qu'est-ce que c'est qu'une société? Qu'est-ce que c'est qu'une organisation qui a du sens et qui mérite d'être vécue? Pour ça que c'est pas simple aussi, parce que c'est quand même des questions assez larges et assez complexes. On va peut-être attaquer justement sur la décroissance. Comment tu pourrais expliquer le concept de décroissance à quelqu'un qui en a jamais entendu parler ou comme moi qui n'y connais pas grand-chose? Alors comme je disais, c'est pas un concept, c'est un... Alors justement... Et donc je dirais il y a 3 grandes définitions pour faire court. Il y a la première que j'ai citée déjà rapidement autour du slogan provocateur. Donc c'est vraiment un outil sémantique qui a pour objectif de provoquer, de susciter du débat, d'attaquer vraiment une pensée, une croyance implicite qui est très peu questionnée ou qui est trop peu questionnée mais qui commence à l'être de plus en plus. De dire pourquoi est-ce qu'on a construit un modèle de société qui est à ce point toxico-dépendant
à la croissance. Alors il l'est d'un point de vue technique, économique, institutionnel, parce qu'on a un modèle économique où on crée de la monnaie, on va l'emprunter, il y a un taux d'intérêt, il faut faire fructifier cet argent et croître pour pouvoir rembourser son prêt. Donc c'est croître ou mourir. Ce qui est le cas pour une municipalité, une petite entreprise, une grande entreprise, un État, une banque centrale, etc., etc. Donc il y a cette toxicodépendance extrêmement forte, technique, économique, institutionnelle, mais aussi culturelle, qui est liée à la publicité, qui est liée à pas mal de choses que j'ai évoquées aussi, cette vision linéaire de demain sera meilleur, et puis cette pulsion qu'on a au toujours plus vite, toujours plus loin, la performance, et ainsi de suite. Donc ce slogan provocateur a pour objectif de questionner toutes ces croyances, toutes ces toxicodépendances, pour s'en libérer, pour passer au deuxième point, qui est une pensée multidimensionnelle, la décroissance. C'est donc une pensée parapluie, donc qui fait vraiment le lien entre différents problèmes, différentes crises, différentes disciplines, différentes réflexions, qu'on retrouve à la fois de par le passé, mais aujourd'hui un peu partout dans la société. Donc faire le lien, par exemple, entre la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale, la crise politique, la crise de perte de sens que l'on a, où c'est pas des crises qui sont isolées les unes des autres, mais qui sont fondamentalement interconnectées. Et la décroissance, à travers cette matrice de réflexion, essaye de penser de manière holistique, de manière interdisciplinaire, de manière multidimensionnelle, dans le but de mieux comprendre les problèmes auxquels on fait face, en allant à la racine des problèmes. Donc de ce point de vue-là, c'est une pensée radicale qui va à la racine, et en allant à la racine, en essayant de proposer des solutions qui sont à la hauteur des enjeux, pour mettre en place des transitions, et je parle bien de transitions au pluriel, c'est pas quelque chose d'unique. Au contraire, on essaye de cultiver une forme de biodiversité de pensée, de stratégie, d'approche, etc. Donc de transition démocratique, sereine, non violente, vers de nouveaux modèles de société. Là aussi, que je mets au pluriel, qui seraient relocalisés, ouverts, solidaires, soutenables, etc., etc. Et puis la troisième définition, donc là pareil pour aller vite, la décroissance, c'est aussi le nom qui est donné à ce qu'on appelle un nouveau mouvement, un mouvement citoyen, politique, intellectuel, etc. Mais là aussi, je parlerai pas vraiment de mouvement, mais plutôt de réseau ouvert. On retrouve différentes personnes, différents types de projets, différents collectifs, différentes manières de porter la décroissance à travers l'Europe principalement, mais de plus en plus aussi à travers le monde, avec aussi une très grande diversité de personnes et une très grande diversité d'actions, de leviers d'action et aussi de niveaux d'action. Donc ça peut être plus individuel avec la simplicité volontaire ou la décolonisation de l'imaginaire, ça peut être plus collectif à travers des initiatives concrètes, à travers des alternatives locales comme une AMAP ou le faire soi-même, do it yourself avec des ateliers low-tech, etc., etc. Ou ça peut être plus politique ou dans le débat d'idées, dans la logique d'amener toutes ces réflexions sur la scène des débats politiques, du débat d'idées, et puis encore un autre levier qui est plus dans ce qu'on appelle la résistance, autour par exemple de mouvements de désobéissance civile non violente, de résistance contre les grands projets inutiles imposés. C'était le cas par exemple à Notre-Dame-des-Landes ou actuellement dans cette forêt en Allemagne, et ainsi de suite. Je devrais finir un peu sur la définition de la décroissance. Pour bien comprendre, est-ce qu'il s'agit fondamentalement justement de décroître économiquement, tu vois, même avec les indicateurs qu'on peut avoir, ou plus largement, comme tu viens un peu l'exprimer, d'un projet de réforme de société, tu vois, et est-ce qu'on n'est pas, je comprends le côté provocateur un peu du terme, est-ce que c'est au cœur vraiment de tous ces projets? Alors, on parle plutôt de décroître plutôt que décroître. Donc, pour être précis, il faudrait plutôt parler d'accroissance, comme on peut parler d'athéisme, par exemple. C'est faire autrement. C'est sortir de la religion de la croissance, c'est sortir d'un certain nombre de concepts toxiques dont on est dépendant de notre modèle de société, comme le productivisme, le consumérisme, l'économicisme, le technoscientisme, le capitalisme, pour utiliser des grands mots, etc. Donc c'est vraiment se libérer d'un certain nombre de paradigmes, de concepts extrêmement forts dans lesquels nous sommes engagés, et faire des pas de côté pour penser le monde de manière différente, changer de lunettes ou s'ouvrir l'espace pour regarder les choses de manière différente. Donc c'est vraiment à la fois une logique de décolonisation de notre imaginaire, donc penser de manière paradigmatique différemment, et puis une logique de transition vers de nouveaux modèles de société avec une transformation extrêmement profonde d'un point de vue systémique, mais aussi d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue représentation des espaces, de notre rapport au temps, aux outils, aux activités, et ainsi de suite. Tel que je le vois, en fait, il y a un sujet, et je pense que c'est aussi ce que tu évoques dans le point, le côté
rhétorique en fait de la chose et l'importance du mot, mais le mot décroissance fait peur en fait, parce que justement ça peut être parce qu'elle est comprise souvent comme une forme de régression, et notamment parce que de fait en fait toutes les expériences de décroissance économique qu'on a pu observer sont plutôt mal passées pour les populations concernées dans certains pays, dans certains endroits, ou suite à une crise par exemple, ou de fait à une décroissance économique qui se va. Et il y a une espèce de frein psychologique en fait autour du sujet. Donc comment en fait vendre entre guillemets la décroissance à un monde et un imaginaire complètement basé sur la croissance, comme tu dis, c'est quoi? Faut trouver finalement un autre mot qui soit plus inclusif, ou faut un électrochoc de conscience? Plusieurs choses à cette excellente question qui revient toujours dans les débats sur la décroissance et même à l'intérieur des réseaux de la décroissance depuis qu'on utilise cet outil sémantique. La première chose, c'est qu'on parle plutôt de récession économique et non pas de décroissance économique. Et nous, on parle de décroissance soutenable, démocratique, organisée, choisie, etc. Le terme décroissance, oui, porte à confusion. Il crée des fois des malentendus parce que on va le confondre avec la récession économique, on va y projeter des choses qui sont pas nécessairement ce que les décroissantes et les décroissants mettent derrière, mais je dirais c'est ce qu'on peut retrouver avec à peu près tous les slogans. C'est-à-dire un slogan est quelque chose de trop limité pour vraiment définir une pensée complexe. Et la décroissance, je dirais, quelque part assume le fait de pas être une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres outils. Par exemple, quand on va à Bruxelles, qu'on organise une large conférence sur la décroissance en partenariat avec des députés européens, la Commission européenne, le FMI, etc., on utilise plutôt le terme de post-croissance parce que c'est plus inclusif, parce que c'est plus ouvert, mais on va quand même y amener les mêmes idées. Par contre, on va se battre aussi pour, dans les débats, dire non, mais post-croissance, c'est quelque chose qui est pas défini, décroissance a plus de sens, parce que derrière, il y a toute une réflexion, des écrits, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas de fétichisme du mot, on travaille avec beaucoup de gens qui font de la décroissance, ou qui s'intéressent, ou qui ont beaucoup de choses en commun avec la décroissance, mais qui vont pas nécessairement utiliser ce mot-là, que ce soit la sobriété heureuse, que ce soit la convivialité, que ce soit même des gens, et ça nous dérange parce que la décroissance est née quand même dans une critique radicale du développement durable, des gens qui vont utiliser le développement durable parce qu'ils n'ont pas fait de réflexion sur l'histoire du développement, la critique du développement, le développement durable, est-ce une oxymore, quelque chose de possible, de souhaitable, et ainsi de suite. Donc on est en permanence en tension et on travaille avec différents outils, donc on n'a pas de fétichisme du mot, je dirais. En plus, moi le mot, je reste très attaché pour principalement deux raisons. La première, c'est que c'est très difficile de le vider de son sens. On a pu voir, comme tu posais la question en ouverture, sur la croissance verte, inclusive, etc. Donc aujourd'hui, on peut nous vendre tout et n'importe quoi au nom de la durabilité, de la soutenabilité, de la convivialité, de la croissance intelligente, des smart technologies, du développement durable et ainsi de suite. Donc on est dans des sociétés qui ont cette capacité en permanence de vider de leur sens tous les concepts, toutes les idées, tous les mots, et ainsi de suite. On est dans une société qui est dominée par le monde de la publicité, qui est en fait quelque chose d'extrêmement puissant, qui représente le deuxième budget mondial derrière le complexe militaro-industriel, qui est quelque chose de très subtil, de très bien construit, avec des gens qui sont brillants, qui font preuve de beaucoup de créativité, qui ont surtout une très bonne connaissance, compréhension du fonctionnement du cerveau humain, de la psychologie sociale, des sciences cognitives et ainsi de suite, et qui manipulent notre cerveau pour en permanence vider de leur sens les mots, pour nous vendre des trucs dont on veut pas. Et le terme décroissance, quelque part, nous protège de ce risque de récupération ou de ce risque de vider de son sens ce mot, et il est une invitation aussi à faire un effort intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du choc émotionnel qu'on a, et en général ça marche plutôt bien, et ça prend du temps d'aller au-delà, et je dirais que là c'est la deuxième raison pour laquelle j'aime ce terme, c'est qu'il assume le fait que quand on parle de changement paradigmatique ou de décolonisation de l'imaginaire, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts ou en lisant juste un bouquin ou en écoutant le podcast aujourd'hui, c'est un chemin personnel, collectif, politique qui prend du temps. Mais c'est là la difficulté aussi. Je te coupe justement parce que ça me questionne beaucoup pour rebondir justement sur le sujet personnel et le sujet de concrètement, si tu veux, comment ça peut fonctionner, en me faisant un peu l'avocat du diable. Si tu veux, dans les faits, il y a à la fois, si tu veux, une récupération du thème, mais de manière négative, si tu veux, qui peut être fait de manière caricaturale, c'est-à-dire décroissance, ça peut être notamment associé à un projet qui serait d'accepter avec vivre moins, voire même des choses à connotation positive mais qui sont difficiles à appréhender pour beaucoup de gens, vivre dans le partage, renoncer à une partie de sa propriété privée, pas chercher à s'élever au-dessus des autres, enfin tu vois, qui rejoint d'être plus altruiste, etc. Et donc ça suppose finalement de revoir complètement
et individuellement le modèle personnel de succès, si tu veux, et de redéfinir ce qu'est une vie réussie pour chaque individu et de faire en sorte que les gens acceptent ça, tous à peu près en même temps. Comment tu fais ça concrètement? Est-ce que justement ça c'est pas un peu utopique face au pouvoir médiatique actuel? C'est intéressant parce qu'en particulier en France, puisque c'est là qu'est né ce mouvement et qu'on a commencé à utiliser un peu cette stratégie et ce slogan provocateur depuis 16 ans, donc on a un peu de recul par rapport à ça, quoi. Et on est vraiment passé par différentes phases. Au départ on était ignoré. Donc on touchait surtout des milieux qui étaient déjà des personnes qui étaient déjà dans ce questionnement, et le mouvement à la décroissance a permis de mettre des mots sur des choses qui étaient ressenties, où il n'y avait pas nécessairement toute une réflexion ou toute une intellectualisation de ces réflexions. Dans un deuxième temps, on a été rejeté de manière extrêmement violente, et même dans le meilleur des cas, je dirais moqué, voire violemment attaqué. Donc on a eu une période, je pense surtout à la fin des années 2000, quand on était assez présent plus sur le levier politique. On avait un parti politique, mais qui n'avait de parti que le mot, qui était là aussi un outil, qui était un collectif ouvert qui occupait l'espace politique pour amener le débat de la décroissance dans le cadre d'élections ou dans le cadre des débats politiques. Et là, on avait des rejets extrêmement violents. On était accusés d'être des écofascistes en puissance, ou des doux rêveurs qui voulaient nous ramener à l'âge de pierre, qui avaient une vision romantique du passé, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a un tel mal-être dans la société, il y a une prise de conscience à la fois sur les enjeux environnementaux, mais je dirais encore plus sur toute cette gabegie de surconsommation autour de l'obsolescence programmée, autour de notre dépendance à toujours plus de technologie, puis aussi toute une pression, et où on fait face à beaucoup de contradictions. Moi, le premier, c'est-à-dire qu'on continue à être engagé dans ce consumérisme, mais on se rend compte que ça nous rend pas nécessairement heureux. Et je dirais qu'aujourd'hui, toutes ces réflexions de la décroissance autour de la simplicité volontaire, autour de la logique de ralentir, autour de la logique aussi de repenser nos interactions, sortir de sociétés organisées essentiellement autour de la compétition, mais aller plus vers de l'altruisme, vers du dialogue, vers la communication non violente. Une thématique aussi qui devient de plus en plus présente, c'est ce qu'on appelle le care, s'occuper des uns des autres, de valoriser le fait qu'on s'occupe des uns des autres, s'occuper des anciens, s'occuper des enfants, et ainsi de suite. Donc je dirais qu'il y a des dynamiques sociétales qui font que ces réflexions, là où elles étaient peut-être plus difficiles à amener dans le débat public ou citoyen il y a une dizaine d'années, sont aujourd'hui assez attendues et plutôt bien comprises, quoi. En particulier, je pense aux plus jeunes. Moi, j'observe après c'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, c'est toujours beaucoup plus complexe, on n'est pas dans des sociétés homogènes, mais je vois beaucoup de jeunes qui, par exemple, ne veulent pas, avec des diplômes, ne veulent pas se retrouver à bosser dans des multinationales, pris dans cette société avec un monde du travail organisé autour de ce que j'appelle la dictature des indicateurs, des objectifs, des résultats, et ainsi de suite, mais veulent se réapproprier du sens, veulent se réapproprier un autre rapport à l'autre, un autre rapport à la nature, un autre rapport au temps. Donc je crois qu'il y a des dynamiques extrêmement intéressantes, et puis il y a beaucoup d'études d'opinion qui ont été faites ces dernières années. Oui, sur le manque de sens, sur etc. Sur le rapport à la consommation, et pas uniquement dans les sociétés occidentales. Donc oui, là aussi, on retrouve ça dans beaucoup de sociétés où très souvent un des arguments qui est porté contre les décroissants, en disant vous êtes bien gentils, pourquoi pas la décroissance dans les pays riches, mais quid des pays pauvres. C'est la question que j'allais te poser, voilà. Justement, et c'est parce qu'elle m'interroge, est-ce que c'est pas, si tu me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est pas un truc de bobos, de gens qui ont déjà justement un certain niveau de confort et qui peuvent effectivement se dire ok, j'ai pas besoin de plus, voire je peux vivre avec moins, ou voire même de pays développés, et quid des pays qui doivent se développer, ou de ceux qui vivent avec peu et qui ont besoin finalement d'une certaine croissance économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette critique, j'ai jamais entendu venir de personnes venant de pays dits pauvres, ou de personnes venant de pays dits en voie de développement. Moi, je parle plutôt de pays sous-occidentalisés ou en voie d'occidentalisation. Mais c'est surtout des critiques qui viennent de personnes qui vivent de manière extrêmement confortable et qui utilisent de manière fallacieuse l'argument des plus pauvres ou des miséreux ou des pays pauvres, etc., pour ne pas se remettre en question. Parce que les personnes qui doivent se remettre en question par rapport à la décroissance, ce sont les gens, c'est nous, je dirais même c'est les plus riches. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on doit se remettre en question. Parce que ce qui n'est pas soutenable, c'est pas le mode de vie du Burkinabé, c'est le mode de vie du très riche dans les sociétés occidentales, mais aussi dans les sociétés dites pauvres.
Et je dirais que là aussi, quand on prend le temps de regarder dans le détail, et j'ai eu la chance de débattre ces dernières années avec, par exemple, des étudiants africains, avec ces derniers temps avec une représentante syndicale chinoise. J'ai passé un peu de temps aussi en Amérique latine, où j'ai rencontré des populations indigènes dans les Andes, dans les mouvements anti-extractivistes, etc. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'on discute avec ces personnes, en fait, on a les mêmes questionnements, les mêmes problèmes, les mêmes contradictions, les mêmes dans les sociétés aussi les mêmes hétérogénéités, c'est-à-dire qu'une société n'est pas homogène, il y a des dynamiques quel que soit le confort économique, exactement, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le même type de débat, avec le même type de questionnement, et aussi ce qui ressort, c'est que le frein pour mettre en place ce que pourrait être une décroissance souhaitable, et je crois qu'il y a vraiment un large consensus dans une forme de pluriversalisme autour des questions de la décroissance, ressort aussitôt l'idée que on est pris dans cette méga machine dominée par une oligarchie financière, dominée par les multinationales, où on a perdu le contrôle sur un système économique et puis même aussi sur tout un système de production, d'échange dont on est dépendant, et on ne sait pas comment se le réapproprier démocratiquement. Donc je dirais qu'il y a vraiment des convergences autour de ces questions-là, et pour finir sur cette question-là, il n'y aura aucune chance pour les pays dits pauvres. On pourra revenir plus tard sur la critique du développement ou la critique de la notion de pauvreté qui là aussi est extrêmement complexe et intéressante. Donc par rapport à ces pays, ils n'auront aucune possibilité, aucune opportunité de se réapproprier leur autodétermination, de se réapproprier le sens qu'ils souhaitent donner à leur civilisation, à leur culture, à leur tradition. C'est compliqué on est embarqué dans un modèle qui détruit le modèle précédent. Et ils pourront jamais se réapproprier ça si au nord on ne décroît pas nos consommations, nos productions, parce que on est aujourd'hui d'un point de vue technique et humain totalement dépendant de leur assistance. C'est-à-dire que l'Europe peut avoir une empreinte écologique de 4 planètes parce que on va piller les ressources en Afrique, en Amérique latine et ainsi de suite. Et en allant piller les ressources, ça passe aussi par ce que je trouve que c'est une expression extrêmement marquante. Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, appelait le viol de l'imaginaire. C'est-à-dire que à travers la colonisation et le développement, qui est un outil post-colonialiste, en fait, on a participé à coloniser surtout les imaginaires. C'est-à-dire que quand on va en Afrique, on va avoir des publicités de Coca-Cola encore bien plus que chez nous, et on leur vend un rêve autour du système capitaliste, alors qu'ils ont aussi de très belles choses d'un point de vue culturel, traditionnel, des savoir-faire, et ainsi de suite. Ouais, peut-être prendre le temps de développer justement le concept de richesse, pauvreté là dont tu viens de parler. Alors il y a notamment un livre qui a beaucoup inspiré les décroissants de Majid Ranema, qui était un diplomate iranien, et c'était l'idée quand la misère chasse la pauvreté, et qui faisait un peu la différence entre qu'est-ce que c'est une société pauvre, c'est-à-dire une société qu'on pourrait considérer d'un point de vue occidental comme étant matériellement relativement qui vit dans une forme de simplicité, dans une forme de sobriété, voire de frugalité, et qui trouve des équilibres parce qu'il y a tout un tissu social organisé qui fait qu'il y a personne qui meurt vraiment de faim, que les gens ont quand même des conditions de vie, les besoins fondamentaux, on y répond, et puis on développe tout aussi un imaginaire avec d'autres traditions, d'autres rapports humains, et ainsi de suite. Par exemple, quand on a voulu traduire pauvreté dans plusieurs langues africaines, il n'y avait pas d'équivalent, et le mot qui ressortait, c'était seul. Donc quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est seul. Ce qui est extrêmement intéressant sur la construction de l'imaginaire. Et puis autour de ça, il y a aussi la critique de la notion de développement, où quand on a amené le développement dans ces sociétés, c'est-à-dire un modèle de société occidentale, qui est pas une fin en soi, mais c'est un concept très ancré dans nos sociétés occidentales, quand on a amené le développement dans des sociétés dites pauvres, à travers la colonisation et après la période post-coloniale, l'argument du développement économique, etc., etc. En fait, on a créé de la misère sur de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on a déstructuré toutes les interactions sociales qui créaient de la solidarité, qui créaient des formes de vie avec des cultures vivrières, avec des gouvernances par rapport au commun, etc. On a exproprié les personnes, les envoyé vers les villes, etc. Donc les personnes aujourd'hui continuent à vivre dans des conditions matérielles que l'on peut considérer pauvres d'un point de vue occidental, moins le lien social, donc elles sont sombrées dans des formes de misère. C'est par exemple tous ces favelas,
ces ghettos en banlieue des grandes villes. C'est de dire villes, aussi etc. de toute façon que par ailleurs le développement économique ou la croissance économique telle qu'elle existe aujourd'hui n'est absolument pas signe de progrès social ou de progrès dans ces pays-là. Et finalement, il y a aussi un biais sur les indicateurs et sur ce qu'on va regarder. Exactement. Et puis en fait, c'était un argument là fallacieux pour pouvoir organiser le pillage des ressources de manière beaucoup plus efficace, quoi. C'était construire des lignes de chemin de fer, c'était construire des ports, c'était construire. Est-ce que c'est si je mets encore une fois pour bien comprendre le problème avec le concept de croissance aussi tel qu'on l'a exprimé. Est-ce que fondamentalement, justement, il y a un problème avec ce concept, ou est-ce que c'est sur la manière dont cette croissance est faite, sur la répartition des richesses, sur le modèle social qui va avec, etc. Tu vois, Mais je dirais qu'il y a un problème avec le fait que la croissance, on l'écrit aujourd'hui avec un grand C, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au cœur du fonctionnement de notre société. Donc tu reviens sur le côté l'incompréhension. Voilà, alors que la croissance peut être quelque chose de pertinent à un moment donné. Je veux dire que c'est, pour reprendre l'image de toute espèce vivante, il y a une période de croissance, et puis à un moment donné, la croissance, elle s'arrête. Il y a, par exemple, cette image, je vais revenir à Ivan Illich. Donc un des symboles de la décroissance, c'est l'escargot. Donc pour la dimension de la lenteur, ralentir pour réfléchir, dialoguer et se rapproprier le sens qu'on souhaite donner à notre vie, pour ralentir aussi pour apprécier les beaux paysages, la convivialité et ainsi de suite. Mais c'est surtout Ivan Illich, il avait ce texte magnifique en parlant de l'escargot comme symbole de la décroissance ou de la critique du développement. C'est quand l'escargot fait sa coquille, il fait des tours qui augmentent de manière exponentielle, comme la croissance économique, qui augmentent de manière exponentielle à la fois la taille et le poids de la coquille. Et il arrive au niveau optimal et il s'arrête. Alors que s'il faisait un tour de plus, il serait écrasé. Il multiplierait par je ne sais pas combien le poids de sa coquille et la taille, et il serait écrasé. Il mourrait parce qu'il pourrait plus bouger, et ainsi de suite. Et au lieu de continuer donc à croître, il s'arrête, et il repart dans l'autre sens pour améliorer le confort, la qualité, la force. Donc on rentre plus dans une approche qualitative, c'est-à-dire on sort d'une approche quantitative pour aller plus vers du qualitatif, pour améliorer en fait le confort de vie autour de sa coquille, avec une coquille qui a la taille optimale. Donc je dirais que la décroissance, c'est un peu de sortir de la religion de la croissance pour se réapproprier à un moment donné des choix qui ont du sens par rapport à quand est-ce qu'on croit, quand est-ce qu'on croit pas, quand est-ce qu'on est capable de nuancer justement cette espèce de principe qu'on s'est érigé comme et qui dicte un peu toute la direction qu'on se donne, la direction des politiques, etc. Exactement. Je voudrais passer justement sur le plan politique pour essayer de comprendre quel est le paysage autour de ce thème-là. Est-ce qu'on peut dire que la décroissance est un concept de gauche, si ça a encore un sens, notamment en faisant le parallèle avec les différents courants d'idées politiques historiques, notamment de gauche, donc socialisme, utopique un peu, le libertarisme, le mouvement chrétien, le marxisme, etc. Est-ce qu'on se retrouve encore là-dedans, justement, dans ce que tu viens d'expliquer ? Ou est-ce que c'est devenu beaucoup plus large et ça transcende cette idée droite-gauche ? Alors c'est une question extrêmement complexe et pour parler poliment casse-gueule, on a ces débats-là depuis très longtemps. Moi, pendant un temps, je me posais la question, est-ce que la décroissance ne propose pas un dépassement justement de ce clivage droite-gauche ? Et en parallèle, j'ai assisté à la création d'un parti politique en Hongrie qui s'appelait Une autre politique est possible, qui, dans une logique de renouveler le monde politique hongrois, était dans un slogan ni droite ni gauche. De la même manière, le mouvement écologiste français, quand il s'est créé, je crois que c'est le cas de la plupart des mouvements écologistes qui se sont créés dans les années 80, ainsi de suite, était un peu aussi sur un discours ni droite ni gauche ou un dépassement du clivage droite-gauche. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'à chaque fois, ces partis, à un moment donné, explosent sur ce clivage-là. Et on a écrit un bouquin collectif avec Paul Ariès et pas mal d'amis de la décroissance il y a quelques années qui finalement ancrait la décroissance dans un héritage culturel et historique de la gauche. C'est-à-dire que c'est fondamentalement un mouvement émancipateur, fondamentalement un mouvement qui a pour objectif de poser la question des inégalités, à la fois les inégalités dans nos sociétés, mais aussi les inégalités à travers le nord, le sud, les régions du monde et ainsi de suite. Émancipateur dans une logique d'aller vers ce que Cornelius Castoriadis appelait l'autonomie, c'est-à-dire avoir des sociétés
autonome, participative, avec une démocratie participative où on offre à toutes les citoyennes, tous les citoyens, les outils d'être à même des actrices, des acteurs de la vie en société, donc avec de l'autogestion, avec une prise sur le fonctionnement de nos institutions, nos modèles économiques, nos outils, donc une réappropriation démocratique qui, je crois, s'inscrit dans un héritage fondamental de la gauche, mais en faisant aussi une certaine critique de certaines dérives de la gauche. On parlait tout à l'heure du progrès, du développement. Il y a des formes de gauche par rapport à l'individualisme, par rapport au libéralisme, que l'on va aller critiquer. Donc c'est quelque part je dirais quelque chose qui s'inscrit dans un héritage de gauche, critique par rapport à cet héritage, et qui peut éventuellement sur certains points faire le lien avec des valeurs ou des idées qui sont historiquement plutôt de droite. La relocalisation, mais nous on va parler de relocalisation ouverte, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui est plutôt de droite, autour des traditions, autour des savoir-faire, autour du terroir, autour de la relocalisation, de vivre là où on l'aime, on va rajouter un adjectif pour être en cohérence par rapport à notre culture de gauche. Relocalisation ouverte, c'est-à-dire que l'enjeu c'est pas le repli sur l'entre-soi et le rejet de l'autre, mais c'est de valoriser les cultures locales dans une logique de partage, de dialogue, d'échange et ainsi de suite. Et je pourrais cumuler les exemples comme celui-là. Donc pour moi aujourd'hui il est clair que la décroissance s'inscrit dans le paysage politique de gauche parce que émancipateur et parce que il y a derrière ça une remise en question d'une forme de statu quo, notamment par rapport à la question des inégalités. Ok, super clair. En se plaçant au niveau d'un pays, toujours dans cette idée un peu de comprendre politiquement comment ça fonctionne, comment on résout les problèmes à l'échelle d'une société, ou même comment on maintient simplement un filet de sécurité sociale sans croissance économique, en fait. Et comment on maintient les routes en état, on fait fonctionner les hôpitaux, on paie les retraites, sachant que même avec le peu de croissance qu'on a, on vit à crédit, pour que l'État puisse fonctionner. Donc, concrètement, sans croissance, ça donnerait quoi? Parce que il y a une grande peur aussi, pour revenir sur les peurs, il y a vraiment Je dirais que là, on est complètement dans la manière dont tu formules la question, c'est intéressant, dans la religion de la croissance. C'est-à-dire que je sais que tu te fais l'avocat du diable. Et c'est extrêmement l'argument fallacieux qu'on nous vend depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire que sans croissance, on ne sait plus entretenir les routes. Sans croissance, on ne sait plus quoi faire de nos vieux. Sans croissance, on ne sait plus scolariser les enfants. Sans croissance, on ne sait plus faire de culture, et ainsi de suite. Le discours, c'est il faut augmenter l'économie parce qu'on est endetté, il faut rembourser la dette, etc. C'est ce qu'on fait d'ailleurs adopter à des pays comme la Grèce, par exemple. La Grèce, qui est le cas le plus emblématique et spectaculaire, où il y a eu un impact d'une violence effroyable sur la société grecque, à travers les plans d'austérité qui ont été imposés dans une logique là aussi imposture intellectuelle sur la question des dettes publiques. On pourrait y revenir plus tard. Donc en fait la décroissance, ça revient vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a offert un confort pour les élites, pour les politiques, pour l'oligarchie financière pendant plusieurs décennies, notamment à travers les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que tant qu'il y avait de la croissance, on avait toujours des miettes à redistribuer, entre guillemets, aux plus pauvres. On avait toujours des miettes à redistribuer pour la culture, l'éducation, la santé, enfin les choses qui devraient être au cœur de l'organisation de nos démocraties. On avait toujours des miettes pour ça, tout en continuant à accroître la richesse des plus riches et les inégalités. Donc et tout aujourd'hui, le monde est content finalement. Enfin, voilà. Donc ça permettait de repousser à plus tard ou de mettre sous le tapis. Ce qui est le modèle chinois actuellement. D'ailleurs. Alors, et la décroissance, justement, de ce point de vue-là, et d'un point de vue politique très fort, c'est de dire la première des décroissances doit être celle des inégalités. C'est-à-dire que la décroissance nous invite à se réapproprier politiquement la question des inégalités. C'est-à-dire de dire, à un moment donné, on a des sociétés qui sont extrêmement riches. Je crois que si on prend le cas de la France, on surconsomme, on surproduit, on a une empreinte écologique non soutenable, les gens continuent, une grande partie des gens continuent à bien vivre. Quand on arrive à Paris dans les milieux bobos, tout le monde rentre de voyage en Thaïlande, je ne sais pas où. Donc à la fois tout ce mal-être que j'évoquais, mais globalement, tout le monde a quand même à manger dans son assiette de manière assez forte. Et malgré tout, on a une augmentation de manière monstrueuse à la fois des inégalités, mais aussi de la misère chez les plus pauvres, avec de plus en plus d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec aussi des phénomènes nouveaux
un peu moins en France, mais par exemple beaucoup plus en Allemagne ou en Angleterre, le phénomène des travailleurs pauvres, donc des gens qui vont cumuler 2-3 boulots et qui n'arrivent pas et qui vont vivre dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement et ainsi de suite. Donc la décroissance, c'est de dire, mais on est à la fois dans une société d'opulence extravagante et en même temps une société qui est incapable de faire preuve de redistribution et de distribution. Donc la première des choses, c'est la redistribution. Est-ce que tu peux parler peut-être aussi aborder je te coupe là-dessus, mais le thème justement du revenu universel Tout à fait, ouais, je vais y arriver. Donc on parle de redistribution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit aujourd'hui le poids de l'évasion fiscale, de la rémunération des actionnaires, du remboursement de la dette. En fait, on a des leviers monstrueux. L'évasion fiscale plus le remboursement de la dette. Enfin, l'évasion fiscale, le remboursement de la dette, c'est grosso modo le même ordre de grandeur que le budget de l'éducation nationale en France. Donc ça veut dire que c'est deux choses qu'on pourrait se réapproprier politiquement. La rémunération des actionnaires, elle devient extravagante. Les gens n'achètent plus une action s'ils n'ont pas 15% sur l'année de profit sur leur action. Donc là, c'est quelque chose, à un moment donné, il faut dire on arrête. Autre chose avant d'en arriver à la question du revenu de base, autre chose que nous on met en avant, c'est le revenu maximum acceptable. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, dans une entreprise, on a des écarts de 1 à 4 000, je crois que c'est les ordres de grandeur maximum qu'on trouve aujourd'hui en France, entre le plus bas salaire et le plus gros salaire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont 4000 fois plus brillants, plus productifs, plus intelligents que d'autres personnes? Là, je renvoie peut-être aussi à l'étude faite il y a déjà quelques années par la New Economic Foundation en Angleterre, qui montrait en fait le rapport inversement proportionnel entre le niveau d'utilité sociale d'un emploi et sa rémunération. Donc les gens qui font de l'évasion fiscale aujourd'hui gagnent énormément d'argent. Quelqu'un qui va nettoyer le sol ou les toilettes dans un hôpital qui est central pour la santé publique va gagner un salaire de misère et va le faire dans des conditions extrêmement humiliantes. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur des logiques vraiment de redistribution et de réorganisation des salaires, du travail, ainsi de suite. Donc on parle, nous, de la mise en place d'un revenu maximum acceptable avec un rapport de 1 à 4 entre le minimum et le maximum, et on parle surtout de la mise en place d'un revenu inconditionnel d'existence qui consiste à donner de la naissance à la mort de manière inconditionnelle, ce que l'on considère comme étant suffisant pour avoir une vie décente. C'est-à-dire que pour être libéré d'un emploi contraint, être libéré d'un bullshit job pour pouvoir survivre et se réapproprier une forme de citoyenneté. Et on a même poussé la réflexion un peu plus loin dans notre livre Un projet de décroissance, qui a déjà été publié il y a 5 ans, où on parle de dotation inconditionnelle d'autonomie couplé à un revenu maximum acceptable, parce qu'on fait le lien entre le revenu de base, donc le même principe que le revenu de base, mais on fait le lien avec d'autres outils économiques, sociaux qu'on a discutés, débattus et puis aussi expérimentés dans la décroissance ou autour de la décroissance, comme les monnaies locales, comme la réflexion sur la gratuité, pourquoi payer le même prix le litre d'eau qu'on utilise pour un bon usage, donc boire, faire la cuisine, se laver et ainsi de suite, ou l'eau qu'on utilise pour arroser un golf ou laver son 4x4 ou remplir sa piscine individuelle. Donc gratuité du bon usage, renchérissement du mésusage. Et puis toute une réflexion aussi sur une autre gouvernance autour des communs. Comment repenser en fait le droit de propriété, où aujourd'hui le droit de propriété bénéficie à la spéculation, et c'est se réapproprier en fait le droit de propriété dans une logique de l'usage. La propriété doit revenir à un bon usage. Par exemple, un bâtiment vide à Paris doit être immédiatement réquisitionné parce que c'est un mésusage qui se base sur de la spéculation immobilière. Alors je comprends les idées, hein. Mm-hmm. Concrètement, comment ça peut se mettre en place? Déjà, la première question aussi que j'ai en tête, est-ce que ça a déjà été mis en place quelque part, testé, et est-ce que ça fonctionne? Et quelles sont les difficultés à cette mise en place? Je pense notamment aussi, pareil, aux critiques qu'on peut avoir, qui est on va créer une société d'oisifs ou d'assistés. Alors plusieurs choses, donc commençons par le revenu de base. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a en ce moment énormément d'expérimentations qui se mettent en place un peu partout à travers le monde. Je pense notamment en Allemagne, en Finlande, en Hollande, où avec c'est pas nécessairement le revenu de base exactement, mais à petite échelle, on va donner un équivalent de revenu de base à des personnes. Et puis on va faire un travail scientifique d'étudier quel est leur changement de comportement. Est-ce que les personnes deviennent justement des passagers clandestins qui profitent de la société et vont dépenser leur pognon tous les jours au PMU, à picoler ou à faire des choses nocives pour la société.
Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant avec ces études en cours, dont on commence à avoir des résultats, par exemple pour la Finlande ou l'Allemagne, en France aussi, il y a un projet, par exemple en Gironde, il y a Julien Bayou de Europe Écologie Les Verts qui a mis en place une espèce de campagne de crowdfunding où à chaque fois qu'il y a suffisamment d'argent, on donne un revenu de base à une personne pendant un an et on observe ce que la personne fait, elle témoigne de comment ça a changé sa vie, ainsi de suite. Et surtout, par le passé, on a eu plusieurs expériences qui ont duré sur des temps plus ou moins longs, dans des contextes plus ou moins différents. Je pense au Canada, je pense en Alaska, je pense au Kenya, je pense en Namibie. Et à chaque fois, on retrouve, je dirais, les mêmes dynamiques. Ça permet aux gens de s'émanciper, de se réapproprier le sens à leur vie. Très souvent, les gens, contrairement, d'ailleurs c'est intéressant, si on pose la question du revenu de base, tout le monde va dire, moi si j'ai un revenu de base, je ferai ci, je ferai ça, je peux lancer mon projet. Mais je pense que ça marcherait pas parce que le voisin, lui, irait picoler au PMU. Puis on discute avec le voisin, il nous dit exactement la même chose. Et en fait, c'est ce qu'on a observé dans la plupart des études, des expérimentations qu'il y a pu y avoir, ou les mises en place qu'il y a pu y avoir, c'est que les gens se mettaient se réappropriaient un rôle de citoyen très actif. Et utilisaient donc le temps réapproprié ou la sécurité économique réappropriée pour lancer des projets ou pour continuer à faire leur métier, mais à l'extérieur de la logique du système. Donc par exemple, je suis plombier, je touche un revenu de base, je vais créer une coopérative plutôt que d'avoir une entreprise qui a pour objectif d'exploiter des gens parce que économiquement, j'arrive pas à survivre si je le fais pas. Et ainsi de suite. Donc il y a des résultats extrêmement intéressants qui montrent que c'est quelque chose qui, d'un point de vue émancipateur et d'un point de vue organisation de la société, fonctionne plutôt bien. Le revenu maximum acceptable, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une idée qui souvent choque aujourd'hui tellement notre cerveau a été lavé ces dernières années sur qu'il est normal que la méritocratie, si tu travailles plus, tu montes ta boîte, tu gagnes plus d'argent et ainsi de suite, etc. En fait, le revenu maximum acceptable a été là aussi mis en place dans plusieurs sociétés, en particulier aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70. Où au-delà d'un certain niveau qui était, je vais pas dire de bêtises, j'invite les auditeurs à faire une recherche, je crois que c'était autour de $75,000 par mois où l'État prenait plus de 90% de... Oui, c'est ça, il y avait un système de redistribution extrêmement fort. Donc c'est quelque chose qui est pas totalement délirant, c'est quelque chose qui a été mis en place en plus dans une société qui est considérée comme le rêve américain aux États-Unis et ainsi de suite. Et c'est d'autant plus intéressant sur le revenu maximum acceptable, c'est qu'il y a des discussions en cours, il y a eu notamment une votation en Suisse pour le mettre en place dans les entreprises. Et puis il y a des expérimentations directes où il y a des gens qui aujourd'hui créent leur coopérative ou leur entreprise et écrivent clairement dans les statuts ou dans une association, on met en place un écart entre le revenu minimum et le revenu maximum. Il y a des règles, même des labels B Corp, je pense notamment pour les entreprises. Exactement. Ouais. Donc c'est là on est sur des choses qui sont déjà mises en place, expérimentées et qui en fait demandent d'être débattues, d'être présentées beaucoup plus dans les débats citoyens ou politiques pour avoir une adhésion plus forte, pour ensuite, s'il y a une adhésion politique suffisamment forte, être mise en place à des échelles beaucoup plus grandes. À l'échelle d'un pays, on observe concrètement en fait que là où on a vu de la décroissance, ça se passe, ce que je disais, ça se passe plutôt mal, souvent, voire très mal. Concrètement, est-ce que c'est possible de faire une décroissance organisé sans chaos, ou alors est-ce que le fait que le monde soit ouvert et que les règles du jeu soient ce qu'elles sont font que en fait dès que quelqu'un essaie de mettre ça en place, il est attaqué, ses taux d'intérêt augmentent, etc., et ça ne marche pas. Alors c'est ce qu'on a pu observer. Est-ce qu'on peut faire ça dans un monde ouvert finalement? On a parlé de la Grèce, il y a l'exemple de l'Argentine aussi, puisque l'Argentine est en train de connaître une inflation des prix avec une situation économique extrêmement catastrophique. Mais on se rend compte que il y a des gagnants et des perdants, ce qui est le cas de la Grèce aussi. C'est-à-dire que sur, par exemple, tous les emprunts du FMI en Grèce, il y a eu des gagnants. C'était le complexe militaro-industriel français, c'était des banques allemandes et françaises, et puis aussi toute une oligarchie financière grecque. De la même manière, en Argentine aujourd'hui, il y a un chaos économique où c'est une fois de plus les gens les plus fragiles qui sont en première ligne par rapport à cette crise économique. Par rapport à... Mais c'est pourquoi? C'est parce que cette décroissance est désorganisée, ou parce qu'elle a été provoquée par l'extérieur, parce qu'ils ont tenté des choses nouvelles, ou... Parce que c'est une opportunité économique dans le cadre du système actuel. Et l'enjeu de la décroissance, c'est justement de sortir de cette dépendance à la croissance. L'enjeu de cette décroissance, c'est justement d'organiser un système économique en rupture avec ce modèle-là qui permet de réduire notre empreinte écologique,
Et ces dernières années, toutes les études montrent que il n'y a pas de baisse de l'empreinte écologique sans baisse du PIB, sans baisse de la consommation, de la production, et ainsi de suite. On a cru à un moment donné au mythe du découplage, etc. Aujourd'hui, toutes les études, on a pas mal de recul. En plus, avec des pays comme l'Allemagne ou la Scandinavie, la région de la Scandinavie qui a beaucoup investi dans les énergies renouvelables, intelligentes, technologies propres, etc. En fait, il n'y a pas de découplage à l'échelle mondiale. Donc, il y a la nécessité de réduire notre PIB, mais qui n'est pas une fin en soi. Je dirais, il y a la nécessité de sortir de la religion du PIB et de sortir de la religion de l'économie. De sortir de l'économie, c'est-à-dire de remettre l'économie à sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit bien avec un personnage comme Macron, qui n'est pas un homme politique, mais qui est un administrateur d'un système économique, qui s'appelle le néolibéralisme. Aujourd'hui, l'enjeu est de sortir de ce système économique pour se réapproprier les outils économiques qui peuvent être des outils extrêmement puissants et intéressants dans le cadre d'une transition à travers les redistributions que j'évoquais. C'est-à-dire que par exemple, on peut très bien utiliser la Banque Centrale Européenne pour faire tourner la planche à billets. Je comprends la théorie. Des minima sociaux pour financer la transition écologique et ainsi de suite. Je comprends justement là ce que tu viens de dire sur ce qu'on pourrait faire, et de même que tu vois tout ce qui est quantitative easing, enfin ce dont tu parles, pour être plutôt que d'être dirigé vers les banques, pourrait diriger de plein de manières différentes, si comme ça a été fait à l'époque d'un New Deal. Les 2500 milliards d'euros par la Banque Centrale Européenne pour sauver le système bancaire international, on aurait pu dire on le donne aux entreprises, ou on aurait pu dire écoutez les gars, vous êtes bien sympas, vous avez totalement merdé. On renationalise les grandes banques. Si on prend le cas par exemple de la Société Générale et de l'affaire Kirvel, et je crois que je vais pas dire de bêtises, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est de 5 milliards d'euros qui a été renfloué par l'État français. Donc à un moment donné, on aurait pu dire écoutez les gars, vous avez merdé, on se réapproprie votre outil, et qu'un outil, c'est comme tout outil, qu'un outil qui peut être un outil formidable. Comme ça se faisait il y a quelques dizaines d'années finalement. Exactement, on peut. Donc là, c'est sortir de la religion de l'économie, sortir de la religion du néolibéralisme et de dire l'outil économique, avec d'autres outils institutionnels, doit être un outil au service de la redistribution, de minima sociaux, de sécurisation de nos vies et de transition écologique. Mais principe de réalité, tant que ce système est en place, tant que l'Europe fonctionne de cette manière et que la France finalement dépend aussi beaucoup des politiques européennes, notamment à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe si un pays décide unilatéralement finalement de sortir de cette logique? C'est quoi? Il faut absolument. Du coup, ça implique de quitter l'Europe, par exemple. Ça implique de fermer les frontières, de pas laisser, sachant que les capitaux sont libres, etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette. Tu peux pas le faire au niveau européen. J'imagine que ça doit être possible à faire, mais est-ce que c'est effectivement réalisable, et quelle est la dimension à quelle échelle il faudrait le faire justement pour que ce soit faisable? Il y a deux choses. Je pense que la question d'échelle, c'est plus une question d'opportunité qu'une question idéologique. C'est-à-dire que si on demande à l'opportunité de le faire à l'échelle de la Banque Centrale Européenne, il faut y aller. Si demain on a l'opportunité de le faire à l'échelle d'une municipalité, faut y aller. Si aujourd'hui, ce qui se passe déjà de manière très forte, on peut le faire à l'échelle d'une entreprise, on le fait. Il y a plein de choses qu'on peut déjà faire à des petites échelles. Donc je dirais que c'est plus une question d'opportunité. Le faire à l'échelle d'un État, ça fonctionne déjà. Si je prends le cas de la Hongrie, et c'est pas du tout un modèle à suivre, mais Viktor Orban a fait des choses extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Par exemple, Viktor Orban, à l'encontre des traités européens, s'est réapproprié la Banque Centrale de Hongrie. Alors, ils avaient la chance de pas être dans la zone euro, puisqu'ils ont encore le forint. Du coup, ça pose des problèmes. Et il y a eu une opportunité par rapport à ça. Et il a réussi à le faire sans être attaqué ni par la Commission européenne, ni parce que il est suffisamment malin pour utiliser l'argent qui fait la planche à billets qui fait tourner pour financer des multinationales qui ont leur mot à dire à Bruxelles. Et puis, il n'a pas été attaqué par les marchés financiers. Mais il a exposé le forint à être attaqué par les marchés financiers et à totalement s'effondrer. C'est l'histoire de Syriza par rapport à sa relation autour de la Troïka, les 6 premiers mois et le bouquin de Varoufakis, où grosso modo, si Syriza est arrivé face à Schäuble à Bruxelles en disant écoutez les gars, soit on annule une partie importante de la dette publique grecque, qui de toute manière ne sera jamais remboursée. C'est les travaux du CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui sont formidables aussi bien sur la Grèce, sur la France, sur l'ensemble des pays du monde et ainsi de suite, sur l'impôt sur les dettes publiques. Soit on est prêt à imprimer des drachmes ou une autre monnaie et à fonctionner sans vous. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le choix.
C'est-à-dire que dans le rapport de force, on est dans des rapports de force. Si on arrive, écoutez les gars, vous seriez sympa de réduire notre dette, etc., on se fait envoyer bouler. Dans les discussions qu'on a eues à Bruxelles au Parlement européen il y a quelques semaines, et c'est des discussions que j'ai eues régulièrement aussi dans le cadre de projets avec des banquiers de très haut niveau, tout le monde est d'accord, tout le monde est au courant dans les milieux économiques sérieux pour dire que les dettes publiques ne seront jamais remboursées, qu'on n'aura jamais de croissance suffisamment importante pour rembourser ces dettes publiques, que les dettes publiques sont aujourd'hui des freins terribles pour la mise en place de politiques importantes autour de la transition écologique ou pour d'autres distributions. C'est un outil aujourd'hui au service de l'enrichissement d'une oligarchie financière. Tout le monde est d'accord pour le dire. Le problème et ça c'est revenu dans plusieurs discussions que j'ai pu avoir, c'est il faut qu'on annule ces dettes publiques ou une partie importante de ces dettes publiques en faisant la part des choses. On peut faire des audits démocratiques sur ces dettes publiques. Quelle part est légitime, non légitime, toxique, légale, non légale, parce qu'il y a des parties qui sont purement de la spéculation, on enrichit des banques donc privées. Tout le monde le sait, mais on continue de faire comme si... Le problème c'est que si on commence un politique à des chances d'être élu demain, arrive et dit « je vais annuler les dettes publiques », les marchés financiers s'effondrent immédiatement. Et le deuxième point que je voulais développer, c'est que de toute manière, les marchés financiers vont s'effondrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là c'est pareil, on discutait même avec les gens du FMI à Bruxelles il y a 2 semaines, les gens sont pas fous, ils se rendent compte que le système bancaire est aujourd'hui totalement hors de contrôle. Et le moindre, par exemple, ce qui se passe actuellement en Italie, l'Argentine, est-ce que ça n'a pas déjà commencé? On a vu aussi la situation cet été en Turquie, c'est-à-dire que le moindre étincelle peut entraîner un effet domino. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça tient, c'est que personne n'a intérêt à ce que ça s'effondre. Donc on pousse le truc le plus loin possible. Ouais. Et il y avait une amie de Finance Watch, qui est une ONG extrêmement intéressante, qui fait du lobby à Bruxelles par rapport à la question de la finance folle. Et plus de transparence autour de la finance, une réappropriation démocratique de la finance. Elle disait peut-être que l'enjeu, c'est d'être prêt lors de la prochaine crise économique, ce qui n'était pas le cas en 2008, c'est d'être prêt pour comprendre et expliquer aux politiques, aux citoyennes, aux citoyens ce qui s'est réellement passé, et puis d'avoir un plan B, de dire on ne refait pas les mêmes bêtises qu'en 2008, mais on sait l'occasion, c'est une opportunité pour se réapproprier ce système économique, remettre en question la gouvernance de la Banque Centrale Européenne, de l'euro et ainsi de suite, et mettre en place d'autres politiques ambitieuses. Est-ce que la décroissance finalement ne va pas venir d'elle-même? Parce que si on se projette un peu, on peut même se demander si ce débat entre croissance et décroissance, sans même considérer la problématique environnementale est pertinent, enfin en tout cas en Europe. Parce que, enfin, je m'explique, en gros ça fait 40 ans depuis les 30 Glorieuses et la fin de la reconstruction de l'après-guerre et du baby-boom finalement, puisque tous les 30 Glorieuses venaient de là, c'était une période de reconstruction. Donc ça fait 30-40 ans qu'on parle de crise, donc c'est un état permanent, et qu'on se fixe d'aller chercher à nouveau la croissance. Mais en fait, nous sommes des pays déjà développés et surtout vieillissants. Donc est-ce que la décroissance est pas de fait, quelle que soit la politique qu'on fasse, qui nous attend? Mais je dirais qu'on est déjà dedans, mais pas une fois de plus pas la décroissance, c'est l'effondrement de notre modèle de civilisation. T'évoquais là aussi le vieillissement de nos populations. On a même un effondrement d'un point de vue démographique de nos sociétés. Le cas de l'Allemagne est extrêmement flagrant. Il est encore pire en Hongrie, là où je vis aujourd'hui, où on vient de passer sous les 10 millions. Et il y a et on parle de la population extrêmement vieillissante. On parle d'une population divisée par 2 d'ici la fin du siècle, voire même d'ici de 2050-2060. Donc on est déjà dans cette dynamique d'effondrement. Et la question de la décroissance, c'est les slogans qu'on prend: décroissance choisie ou récession subie, décroissance ou barbarie. C'est-à-dire que la logique de la décroissance, c'est comment, politiquement, sociétalement, culturellement, on s'approprie ces questionnements-là et on les organise de la manière la moins violente possible. L'enjeu, je crois, il est vraiment de créer des dynamiques de dialogue et de gouvernance démocratique afin d'organiser la sortie de notre toxicodépendance à la croissance. On parlait de tout le système économique et pas qu'économique. Donc d'en sortir de manière, je dirais, de la manière la plus douce possible et d'anticiper des catastrophes qui sont déjà en cours, des catastrophes qui risquent de s'empirer si on ne change rien. Comment tu vois les choses se passer dans le monde et au niveau européen dans les 10 prochaines années? Mais je dirais que l'histoire étant ni linéaire ni prévisible, tout est possible. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est dans des sociétés qui sont extrêmement hétérogènes, extrêmement complexes quant aux attentes des gens, aux imaginaires, aux perceptions et ainsi de suite. Et on assiste, pour simplifier, je trouve, à deux
deux dynamiques en opposition. La première représentée par Jupiter, un autre super président au service d'une oligarchie financière qui est totalement enfermée dans la religion de la croissance, avec aussi une croyance extrêmement forte dans la technocratie, dans les nouvelles technologies, dans le transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc., qui nous amène vers l'abîme, qui nous amène vraiment dans cette logique du toujours plus, qui va créer toujours plus de catastrophes, d'inégalités. Et quand je dis catastrophe, pas uniquement environnementale, catastrophe politique, l'émergence de Trump, du Brexit, d'Orban, pour moi sont ou le fait que le premier parti politique du monde occidental aujourd'hui c'est l'abstention, ce sont des catastrophes politiques qui montrent que nos institutions dysfonctionnent totalement. On n'a plus d'institutions démocratiques qui fonctionnent bien aujourd'hui. Donc il y a à la fois cette dynamique là qui est extrêmement puissante parce que elle a la mainmise sur le système économique qui organise nos sociétés, elle a la mainmise de manière assez forte sur un certain nombre d'institutions, et puis aussi sur énormément de communs, d'infrastructures, autour de la propriété intellectuelle. On est totalement dépendant pour se nourrir, pour se loger, etc. de toute cette méga machine qui nous amène toujours plus vite droit dans le mur. Et en parallèle, si je regarde que ça, j'ai tendance à être extrêmement pessimiste. En plus, si je fais le lien entre ça et tous les derniers indicateurs d'un point de vue changement climatique, biodiversité, je suis encore plus pessimiste. Si je prends ma casquette d'ingénieur qui pense rationnellement, je suis très très pessimiste. Et d'un autre côté, je vois une société qui bouge. Alors, est-ce suffisant? Est-ce en grande quantité? C'est très difficile de mesurer exactement dans quelle mesure elle bouge, d'autant plus que elle bouge de manière qualitative. C'est pas uniquement quantitatif. D'autant plus que là aussi, quand on étudie par exemple les théories autour des masses critiques, les théories autour de changements systémiques dans les sociétés, c'est pas une science exacte, il faut pas nécessairement 95% de la population qui soit prête pour être décroissant, pour passer à une société de décroissance. Et en même temps, on peut avoir les 95% et on continue à s'entêter dans le même système qui nous amène vers l'abîme. Donc moi j'observe qu'il y a les deux, et ce que j'essaye de faire avec les collègues décroissantes et décroissants, et pas que les décroissants, ce que j'essaye de faire c'est de semer des graines, c'est de susciter du débat, c'est de créer du dialogue, c'est de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire il y a énormément de très belles choses qui se passent dans les têtes, dans les comportements, dans la société, mais dont on ne parle pas suffisamment. Et travailler sur des propositions concrètes aussi, on n'aura peut-être pas le temps là, mais... Ouais, propositions concrètes, bon, on a parlé de la dotation inconditionnelle d'autonomie, et ainsi de suite, d'expérimenter, ce que je fais à Budapest avec notre coopérative, où on expérimente à très petite échelle d'autres manières de vivre ensemble, d'échanger, de prendre des décisions. Alors je dis pas que c'est parfait, c'est difficile, mais c'est un apprentissage. Et puis on y prend beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être, en se remettant en question, ce qui est pas tous les jours facile non plus. Donc je dirais qu'il y a des dynamiques extrêmement intéressantes dans nos sociétés. Je pense qu'il y a même une transformation silencieuse d'un point de vue culturel de nos sociétés. Ces dynamiques je pense, il y a pas mal d'études que je reprends assez superficielles dans un papier que je viens de publier dans le média. Il y a pas mal d'études qui montrent que ça représente des parties non négligeables de nos sociétés, aussi bien au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest. D'ailleurs, et c'était aussi ce qui m'avait surpris dans les débats que j'ai pu avoir, ce que je disais tout à l'heure, avec des Africains ou des Chinois, où ces questionnements-là, pas dans des termes à la française de la décroissance, mais ces questionnements-là aussi sont présents dans la société chinoise, par exemple, où souvent on montre d'autres formes de développement, une autre forme de développement, où ils se prennent en pleine dent en fait tout le développement industriel qui aujourd'hui nous nourrit. 90% des choses qu'on consomme ont voyagé sur des bateaux cargo, viennent de Chine essentiellement, et ainsi de suite. Donc il y a énormément d'études convergentes. Donc ça, c'est ce que tu appelles des signaux faibles un peu de tout ce que tu vois. Ouais, moi je parle de transformation silencieuse d'un point de vue culturel de la société, et je dirais que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment, s'appuyant sur ces transformations, ces dynamiques culturelles, comment on passe à la dimension politique, comment on enclenche une transformation politique, une transformation institutionnelle pour se faire le relais de ces dynamiques-là. On dit quoi aux enfants
question très personnelle. Moi, je me questionne tous les jours là-dessus. Alors, j'ai pas d'enfant, mais j'ai sur la chance. l'éducation, problématique de l'éducation de manière générale. Ouais, j'ai la chance notamment avec notre coopérative à Budapest, on a pas mal de projets éducationnels. Donc, on travaille avec pas mal d'écoles ou des camps d'été avec des enfants plus jeunes, des adolescents, et puis aussi on travaille pas mal avec des étudiants. Et en fait, moi, ils me bluffent. C'est-à-dire que j'ai tendance, je suis relativement jeune. On a dit mon âge au début puisqu'on a dit quand est-ce que j'étais né. Donc j'ai 39 ans et des choses qui m'ont pris énormément de temps avec une démarche plus intellectuelle ou de théorisation à comprendre et à commencer avec difficulté à mettre en place moi-même. Bah, les plus jeunes nous bluffent parce que ils les ont déjà totalement intégrés. Je dirais que les jeunes sont vraiment les forces vives de la transformation de la société. Le blocage vient des vieux cons. C'était très flagrant au Parlement européen à Bruxelles où il y avait grosso modo essentiellement les décroissantes et les décroissants qui étaient dans la salle, qui étaient très jeunes, très dynamiques, qui ont décolonisé leur imaginaire avec une vivacité de pensée, une liberté de pensée qui en fait déstabilisait les vieux cons technocrates. Quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'amitié, hein. C'est pas du jugement, parce que on a été bien accueillis, il y avait une sincérité dans le questionnement, mais une incapacité, c'est plus pas dans le même logiciel de pensée. Voilà, et c'est plus difficile de changer de logiciel de pensée quand t'as 60 ans et que t'as fait toute ta vie dans un système. En plus, d'accepter que peut-être que ce que t'as fait toute ta vie était plutôt toxique pour les générations futures, en étant convaincu qu'il y allait avoir des bienfaits. C'est quelque chose, c'est là aussi qu'on a besoin d'empathie, qu'on a besoin d'espace de dialogue, qu'on a besoin de bienveillance, etc. C'est quelque chose de compliqué. Et je dirais que nous, quand on fait des ateliers, quand on discute avec les plus jeunes, etc., ils nous apprennent encore plus qu'on leur apprend. Et en plus, on a remarqué que les enfants étaient un levier de transformation sociétale extrêmement fort par rapport à ce que je disais. C'est que c'est souvent plus efficace d'aller faire un atelier de réflexion autour de la décroissance avec des plus jeunes pour transformer la société que d'aller convaincre d'un point de vue rationnel ou théorique les parents. C'est que les plus jeunes, ils vont très vite comprendre et puis ils vont rentrer à la maison et ils vont changer les parents aussi, quoi. C'est l'exemple d'une copine décroissante en Hongrie qui maintenant ses 3 enfants sont devenus totalement véganes alors qu'elle ne l'était pas, elle était plutôt flexitarienne et elle se retrouve ennuyée à devoir apprendre à cuisiner vegan tous les jours, quoi. Donc c'est comment les enfants en fait nous poussent encore plus loin alors que c'est elle qui avait amené la théorie sur pourquoi le véganisme a du sens aussi ou pourquoi réduire sa consommation de viande est quelque chose d'extrêmement important. Donc on peut être très vite dépassé par les enfants, quoi. Après, ce qui me fait peur par rapport aux enfants, c'est que est-ce qu'ils seront armés à vivre les défis du 21e siècle? Je dirais ils le sont pas plus que nous aujourd'hui, mais à nous de participer avec eux à la construction d'outils politiques, d'outils institutionnels pour anticiper et être prêts par rapport aux défis du 21e siècle, quoi. Pour finir, est-ce que tu as 2 livres qui t'ont marqué dernièrement, à titre personnel ou sur ces sujets-là? Ça va être 2 livres qui m'ont marqué. Il y en a plein. Alors je cherche des livres qui pourraient avoir du sens par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Non, tu peux ouvrir aussi. Hein. Tu peux ouvrir sur d'autres sujets. Ouais. J'ai envie de citer un auteur hongrois parce que j'adore la Hongrie. C'est un pays qui est très décrié aujourd'hui, puis c'est comme partout, les choses sont plus complexes. C'est un pays qui a une grande tradition de littéraire, de poésie, où tous les héros nationaux sont soit des écrivains ou des poètes. C'est un pays où on continue à célébrer les écrivains. Donc, par exemple, quand on va dans un bar à Budapest et qu'on écrit, les gens nous regardent. Oh, c'est magnifique, c'est comme le passé, etc. Et j'ai envie de citer Sándor Márai, qui est assez connu quand même en France. C'est peut-être un des écrivains hongrois les plus connus. Et il a écrit une trilogie sur l'entre-deux-guerres dans les années 20, 30, 40. Il raconte un peu sa vie. Il venait d'une famille bourgeoise de Košice, qui était à l'époque en Hongrie, mais qui a connu le traité de Trianon et qui s'est retrouvé ensuite expulsé à Budapest, qui a vécu à Paris, à Berlin, qui a vu la montée des fascismes dans l'entre-deux-guerres. Et ces 3 bouquins qui sont à lire, il y a Confession d'un bourgeois, le dernier de la trilogie qui est sorti dernièrement qui s'appelle Ce que j'ai voulu taire, qui est magnifique, et puis le deuxième, le nom me revient plus, mais vous cherchez Sándor Márai. Je mettrai sur le site. Et on mettra. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est de l'analyse politique de manière très littéraire, en parlant le jeu, donc la personne se balade un peu en Europe et observe et met en évidence toutes ces contradictions dans cette période particulière. On retrouve pas mal de similitudes, donc je dis pas que c'est la même montée des fascismes, mais il y a pas mal de similitudes
peut-être en termes d'effondrement moral aussi dans l'entre-deux-guerres, ou pour reprendre un autre auteur hongrois, Karl Polanyi, à la grande transformation, qui sera peut-être le deuxième bouquin que je citerai. C'est extrêmement intéressant parce que c'est surtout une ode à la tolérance, à l'ouverture au dialogue, contre toute forme de totalitarisme. Et je crois que c'est un danger aussi qu'il y a dans tout mouvement politique, en particulier la décroissance, et on se bat contre ça. C'est vraiment cette réflexion. Pour moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup appris sur comment être radical, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, être radical aussi dans le sens où être cohérent et honnête, sincère par rapport à ce qu'on analyse et ce qu'on propose, sans être extrémiste. C'est-à-dire comment amener une pensée de la radicalité avec de la bienveillance, avec du dialogue, sans être naïf pour autant. Donc c'est toutes les questions autour de la résistance non violente, la désobéissance civile non violente, être suffisamment ferme sans fermer le débat, etc. Et je dirais que Sándor Márai est riche d'enseignements dans toutes ces réflexions qu'il y a sur l'Europe, et c'est des bouquins moi qui m'ont beaucoup inspiré. Et le deuxième livre, puisque je l'ai cité, je pensais pas nécessairement à celui-là, peut-être la grande transformation de Karl Polanyi. Et de manière générale, tous les travaux de Karl Polanyi, notamment quand il prend plus la casquette d'un historien des civilisations, où il pose la question du rôle joué par les marchés dans l'histoire des civilisations, et il se rend compte qu'il y a toujours eu des marchés, mais que le marché était toujours encastré, enchâssé dans d'autres valeurs politiques, culturelles, traditionnelles, sociales, humaines, et ainsi de suite. Et que le marché n'est pas une fin en soi, mais que le marché, c'est très bien d'en avoir, mais que le marché doit être un outil au service de la vie. Et on s'inspire beaucoup de Polanyi dans un projet de recherche qu'on a avec Ergonomia à Budapest, à notre coopérative, où on a analysé sur la grille de lecture de Polanyi de l'économie substantive. On a analysé les 3 types d'économies qu'on pouvait avoir dans nos interactions. On s'est rendu compte que ce qui nous avait surpris pour les plus décroissants du groupe, qu'on avait pas mal de choses qui s'inscrivaient dans une logique de marché, qu'on a pas mal de redistribution, mais qu'on a surtout beaucoup d'économies de réciprocité à travers de l'altruisme, de l'échange, et que c'est riche de bien-être, et c'est à mon avis un levier extrêmement essentiel pour réenchanter le monde et réenchanter la politique. Et juste pour finir, la grande transformation, là aussi, est un livre qui est même inquiétant de similitude dans l'analyse de l'entre-deux-guerres. Donc je vous invite à lire La grande transformation de Karl Polanyi. Donc j'aurais cité 2 Hongrois. C'est très bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.